L'horreur véritable, parfois, dort juste à côté. Ce soir, nous plongerons dans ces récits glaçants où la quotidienneté se brise en découvrant que la voisine d'en face, peut-être, n'est pas aussi humaine qu'elle en a l'air. Nous parlons de sorcières, nous parlons d'obscurité dans le foyer le plus proche, de regards qui pénètrent l'âme et d'actes qui défient toute logique. Si vous êtes attiré par ces chuchotements nocturnes, envisagez de vous abonner pour ne manquer aucune de ces confessions et partagez vos propres expériences dans les commentaires. Sans plus de préambule, la première histoire nous attend, avec sa vérité glaçante sur le point d'être révélée. Cette histoire m'a été envoyée par une abonnée qui préfère rester anonyme. Ce qui lui est arrivé a marqué un avant et un après dans sa vie, l'obligeant à remettre en question tout ce qu'elle croyait. Permettez-moi de vous partager son récit. Je me souviens vivement du jour où j'ai emménagé dans cet appartement à Valence. J'avais 28 ans, je venais d'obtenir le travail de mes rêves dans une agence de marketing et j'étais prête à recommencer. L'immeuble était ancien, avec cette architecture classique de l'ensanche, de hauts plafonds, de grandes fenêtres et un petit balcon donnant sur une rue tranquille. Il avait un charme particulier et je me sentais chanceuse de l'avoir trouvé. Le premier mois fut idyllique. J'explorais la ville, décorais mon appartement avec des meubles simples mais accueillants et profitais de la paix de mon nouveau chez-moi. C'est alors que j'ai rencontré ma voisine du dessous, Doña Remedios. Je l'ai vue pour la première fois dans le hall. C'était une femme âgée, très courbée, avec des cheveux blancs relevés en un chignon strict et une peau si ridée qu'elle ressemblait à une feuille de papier vieille et sèche. Ses yeux, cependant, n'étaient pas ceux d'une vieille femme. Ils étaient d'un bleu pâle, presque translucide, et me regardèrent avec une intensité qui me faisait sentir nue, comme si elle pouvait voir directement dans mon âme. « Vous êtes la nouvelle, celle d'en haut ?» Sa voix était un murmure rauque, comme des feuilles sèches entraînées par le vent. « Oui, je suis Elena, enchantée, dis-je, lui tendant la main, mais elle ne la prit pas. « Je le sais, répondit-elle, et un sourire fugace et étrange traversa ses lèvres, qui n'atteignit pas ses yeux. Puis elle se retourna et s'enfonça dans son appartement, me laissant là, la main tendue et une sensation inconfortable dans l'estomac. Au début, je l'attribuais à son âge. Je pensais qu'elle était peut-être sénile ou simplement une personne bourrue. Je n'y prêtais pas plus d'attention. Mais bientôt, de petits détails commencèrent à s'accumuler. La nuit, quand tout était silencieux, je commençais à entendre des bruits étranges venant de son appartement. Un grattement constant, comme si quelqu'un traînait quelque chose de lourd sur le sol en bois, ou grattait une surface dure. Parfois, un murmure bas, inintelligible, qui ressemblait à un chant. Et le plus perturbant, un clic rythmique, comme du bois frappant du bois, ou des os s'entrechoquant, qui duraient parfois des heures. Au début, je pensais que c'était le bâtiment, que les vieux planchers craquaient, ou que Doña Remedios avait simplement des problèmes de sommeil. Puis vint l'odeur. Au début, elle était subtile, presque imperceptible, mais elle s'intensifia. C'était un mélange étrange. Terre humide, herbes sèches, quelque chose de métallique et, occasionnellement, une douceur nauséabonde qui rappelait des fleurs en décomposition. Elle pénétrait par les grilles de ventilation, sous la porte, par les fenêtres. J'essayais d'aérer l'appartement, mais l'odeur revenait, persistante, m'enveloppant. Cela me faisait sentir étourdi et un peu malade. Les petits incidents quotidiens ont aussi commencé à se multiplier. Ma plante préférée, un pothos que ma sœur m'avait offert, s'est flétri et est morte en quelques jours malgré le soin que je lui apportais. La nourriture dans mon réfrigérateur, qui tenait autrefois des semaines, se gâtait avec une rapidité alarmante. J'ouvrais un paquet de charcuterie fraîchement acheté et le lendemain, il était déjà vert. Mes clés d'appartement, que je laissais toujours dans le même bol près de la porte, disparaissaient fréquemment pour réapparaître quelques minutes ou heures plus tard, à des endroits absurdes, dans le four, sous une pile de linge propre ou même dans la salle de bain. J'ai commencé à douter de ma propre mémoire, de ma santé mentale. Suis-je si stressé que je ne me rends pas compte de ce que je fais ? Me demandai-je. Madame Remedios restait une présence silencieuse mais omniprésente. Je la trouvais dans le hall, dans l'ascenseur, sur le palier. Elle semblait toujours savoir quand j'entrais ou sortais de mon appartement. « Quelle hâte tu as, ma fille ?» me disait-elle, d'une voix chuchotée, même si je n'avais aucune hâte particulière. Ou si je la voyais après une journée difficile. « Ta journée a-t-elle été lourde ? Je le sens dans l'air. » Ses yeux bleus me transperçaient et je ressentais toujours un frisson. J'ai essayé d'être aimable, pensant que peut-être la gentillesse adoucirait sa carapace. Un jour, je lui ai proposé de l'aider avec des sacs de course qui semblaient lourds. « Je n'ai besoin de rien de vous, ma fille, » dit-elle, d'un ton tranchant et avec une expression qui n'était pas précisément de gratitude. Dans ses yeux, j'ai vu une lueur glaciale, presque d'hostilité, qui m'a laissé pétrifié. Les problèmes sont devenus plus personnels. J'ai commencé à ressentir une fatigue chronique, une lassitude qui ne s'en allait pas même avec des heures de sommeil.
Ma concentration au travail a diminué et mes nuits se sont remplies de cauchemars vifs et terrifiants. Je rêvais que j'étais piégé, que quelque chose m'observait depuis l'obscurité, qu'une présence oppressante m'empêchait de bouger, m'étouffait. Je me réveillais trempé de sueur, le cœur battant dans ma poitrine. Un jour, en sortant de mon appartement, j'ai trouvé quelque chose sur mon paillasson. C'était une petite poupée en bois grossièrement sculptée, enveloppée de fils sombres et épais. Ce n'était pas un jouet, elle avait une forme troublante, presque humaine, mais avec les bras collés au corps et une expression vide. Cela m'a donné des frissons. Je l'ai ramassée avec dégoût et je l'ai jetée directement dans la poubelle de la rue. Cette nuit-là, l'odeur d'herbe brûlée était si intense que j'ai dû dormir avec la fenêtre ouverte, malgré le froid. J'ai aussi commencé à remarquer d'étranges symboles dessinés à la craie sur le pavé devant le portail et parfois sur le mur du coin du bâtiment. C'étaient des motifs complexes, des cercles entrelacés, des lignes droites se terminant en spirale, comme si quelqu'un avait dessiné une carte astrale ou un sortilège. Parfois, les figures changeaient d'un jour à l'autre. J'ai cherché sur Internet, de manière impulsive, symboles étranges à la craie, et j'ai trouvé quelques références vagues à des symboles de protection, et aussi à des marques utilisées dans des rituels de magie populaire ou de sorcellerie. J'ai écarté l'idée. C'est une absurdité, me suis-je dit. C'est juste de la craie, des enfants ou quelqu'un d'ennuyé. Mais l'image de Donia Remedios, ses yeux, son sourire étrange, est revenue dans mon esprit. J'ai essayé de parler avec d'autres voisins. J'ai cherché des réponses, ou du moins une confirmation que je n'imaginais pas des choses. Monsieur Torres, un aimable retraité qui vivait au 3e étage, est devenu visiblement mal à l'aise lorsque j'ai mentionné Donia Remedios. Elle est spéciale, a-t-il dit, en baissant la voix. Il vaut mieux ne pas se mêler d'elle. Elle est ici depuis longtemps. Elle connaît les secrets de ces murs. Il m'a regardé avec pitié avant de s'excuser rapidement. Un jeune couple, qui vivait au 2e, a évité mon regard et a rapidement changé de sujet lorsque j'ai demandé à propos de la vieille dame. La solitude a commencé à me peser plus que jamais. J'avais l'impression que tout le monde savait quelque chose que je ne savais pas et qu'il me laissait seul dans cela. La situation a empiré. Les bruits d'en bas sont devenus plus clairs. Ce n'étaient plus seulement des murmures, mais des chuchotements qui semblaient parfois épeler mon nom. Le clic constant, le grattement, l'odeur nauséabonde qui imprégnait mes vêtements, mes draps, mes cheveux, la sensation d'être observé était constante. J'avais des frissons dans la nuque même lorsque j'étais dans mon lit. Avec les lumières éteintes, essayant de dormir, je me sentais prisonnière dans mon propre appartement. Une nuit, mon amie Laura est venue dîner. C'était une personne très rationnelle, sceptique, mais dès qu'elle est entrée par la porte, elle s'est arrêtée. « Qu'est-ce que c'est que cette odeur, Elena ? Ça sent la vieille terre et quelque chose d'autre. Rance, a-t-elle dit en plissant le nez. Puis, dans le salon, elle a remarqué les points froids. « Ici, il fait un froid terrible. Tu n'as pas le chauffage allumé ?» a-t-elle demandé. J'étais tellement habituée que je ne les remarquais presque plus. Laura m'a regardée avec inquiétude. « Tu es très pâle, Elena. Je te vois nerveuse. Il y a quelque chose ici. Je le sens. » Elle a passé la nuit, mais Laura n'a pas bien dormi. Elle m'a avoué qu'elle avait ressenti une présence, une oppression, et qu'elle ne pouvait pas expliquer le froid. Son incrédulité avait vacillé. Mais l'incident qui a scellé mon destin dans cet appartement s'est produit une nuit, des semaines plus tard. J'étais épuisé, au bord du désespoir à cause du manque de sommeil et de l'anxiété. L'air de mon appartement était lourd, étouffant, et l'odeur d'herbe brûlée était si forte qu'elle me piquait la gorge. J'ai essayé de lire pour vider mon esprit, mais les mots se brouillaient devant mes yeux. Je me suis glissé dans mon lit, attendant en vain un peu de repos. Le silence de la nuit a été interrompu par le grattement habituel d'en bas, mais cette fois, ce n'était pas un simple bruit de traînement. C'était un son délibéré, rythmique, comme si quelque chose de lourd était traîné, puis frappé, encore, et avec lui, le chant. Au début, c'était un murmure bas, indistinct, mais ensuite, la voix de Donia Remedios est devenue claire, forte, résonnant à travers le sol en bois. Elle chantait, et elle chantait mon nom. « Elena, Elena, Elena !» Sa voix était gutturale, rauque, et chaque fois qu'elle prononçait mon nom, elle était accompagnée d'un coup sourd, un tude, qui semblait vibrer dans mes os. Le rythme était hypnotique, terrifiant. Je sentais mon sang se glacer. Une vague de malice, de pure malveillance, a inondé ma chambre. C'était une présence palpable, froide, qui m'enveloppait comme une couverture humide. Je sentais un poids immense sur ma poitrine, m'écrasant, rendant ma respiration difficile.
Mes yeux, dans l'obscurité, se déplaçaient désespérément d'un côté à l'autre, essayant de trouver quelque chose, n'importe quoi. Et alors je l'ai vue. Au début, ce n'était qu'une ombre, un contour plus sombre contre la pénombre qui filtrait par la fenêtre. Mais elle a pris forme, lentement et horriblement. Une silhouette courbée, de taille presque humaine, mais avec des membres tordus. Elle se tenait là, au pied de mon lit, m'observant. Elle n'avait pas de traits définis, mais ses yeux, ou ce qui devait l'être, brillaient d'une lumière rougeâtre et faible. Elle leva une main osseuse et épaisse vers moi, et je sentis comment la terreur me paralysait. Je voulais crier, mais ma gorge était scellée, aucun son ne sortait. J'étais piégé, observé par cette entité, tandis que Doña Remedios continuait à chanter mon nom en bas, frappant cet objet inconnu. La silhouette se pencha, lentement et délibérément, rapprochant son visage de mon oreille. Le souffle que je sentis sur ma peau était glacial, avec une odeur d'humidité, de terre, de chair putréfiée et des mêmes herbes qui infestaient dans mon appartement. Et puis, un murmure, guttural et glacé, résonna dans ma tête comme un écho. « Tu vas rester ici, pour toujours. » Soudain, la silhouette se dissipa. Le chant de Doña Remedios cessa, et le bruit sourd s'arrêta. Je me redressai dans le lit, haletante, trempée de sueur froide. Le poids sur ma poitrine disparut, mais la peur, une terreur primaire et viscérale, demeura. Je ne pouvais pas rester là une seconde de plus. Je me levai du lit, tremblante, et commençai à fourrer des vêtements dans une valise, de manière frénétique et sans ordre. Je me fichais de ce que je laissais. Je ne me souciais de rien d'autre que de sortir de cet endroit. Je laissai les clés de l'appartement sur la table de la cuisine et sortis sans regarder en arrière. Je descendis les escaliers en courant, ignorant l'ascenseur, avec le cœur battant à 1000 à l'heure. Je montai dans ma voiture et conduisis sans but jusqu'à l'aube, sans oser m'arrêter. Je ne retournai jamais dans cet appartement. Mes amis m'aidèrent à récupérer mes affaires quelques jours plus tard, mais je ne pus jamais remettre les pieds dans ce bâtiment. L'expérience me laissa une cicatrice profonde. La sensation de surveillance, les points froids inexplicables, et l'odeur légère et nauséabonde d'herbe me poursuivirent pendant des mois. Encore aujourd'hui, je regarde mes plantes avec inquiétude et je ressens un frisson dans le dos lorsque je vois une vieille femme aux yeux particulièrement perçants. Cette nuit-là, mon monde rationnel se brisa en morceaux. Elle ne retourna jamais dans ce bâtiment et ne voulut plus rien savoir de Doña Remedios. Mais la sensation de surveillance ne l'abandonna jamais complètement. Cette expérience nous a été partagée par Elena, qui a vécu une grande partie de son enfance dans un petit village en périphérie de la ville. Ce dont elle se souvient de sa voisine est quelque chose qu'elle n'a jamais réussi à comprendre complètement. Je me souviens avec une clarté troublante de la maison de Doña Griselda. Ce n'était pas la plus grande ni la plus belle du quartier, mais elle se distinguait d'une manière que les autres n'avaient pas. Elle était couverte par une vigne si dense et ancienne qu'elle ressemblait à un suaire vert, avec des fleurs sombres et violettes qui ne fleurissaient que la nuit. Les tuiles du toit étaient vieilles, couvertes de mousse, et ses fenêtres, toujours entrebâillé à peine un interstice, projetait une obscurité si profonde qu'il était impossible de voir quoi que ce soit au-delà du verre. J'avais à peine 7 ans lorsque ma famille a déménagé dans la maison d'à côté. Mes parents, jeunes et optimistes, voyèrent le village comme un havre de paix, loin du tumulte de la capitale. Pour moi, c'était un univers de champs verts, d'arbres fruitiers et de voisins aimables, du moins pour la plupart. Doña Griselda était l'exception. C'était une vieille femme, à la peau tannée et ridée comme du parchemin, avec de petits yeux perçants qui semblaient voir à travers les gens. Elle s'habillait toujours de noir, même dans la chaleur étouffante de l'été, et sortait rarement de sa maison avant le crépuscule. Au début, c'était juste une curiosité enfantine. Nous la voyions dans le jardin, accroupie parmi des plantes que je n'avais jamais vues, certaines d'entre elles avec des feuilles étranges et des fleurs qui dégageaient une odeur sucrée, presque nauséabonde, surtout à la tombée de la nuit. Ma mère disait que c'étaient des herbes médicinales, mais il y avait quelque chose dans la façon dont Doña Griselda les touchait, presque avec révérence, qui m'inquiétait. Souvent, nous la trouvions assise sur son porche, berquant lentement une vieille chaise en bois, le regard perdu à l'horizon, ou peut-être, comme je le pensais, observant chaque mouvement de notre maison. Les premières semaines étaient normales. Mes frères et moi jouions dans le jardin, le chien aboyait après les papillons, la vie coulait. Mais peu à peu, les choses ont commencé à changer. Le premier signe fut la disparition des chats du quartier, petits, inoffensifs, avec qui nous avions l'habitude de jouer. Un jour ils étaient là, le lendemain ils ne l'étaient plus. Mes parents pensaient qu'ils s'étaient égarés, mais les voisins murmuraient. Ils parlaient de travaux et de mal de l'œil, des mots que je ne comprenais pas tout à fait à l'époque, mais qui portaient un poids de peur implicite.
Toujours, d'une manière ou d'une autre, le nom de Doña Griselda revenait. Je me souviens d'un après-midi, je jouais avec ma poupée préférée, une poupée en chiffon que ma grand-mère m'avait faite. Je l'avais mise dans la balançoire du jardin. Doña Griselda était dans sa cour, ramassant quelque chose dans l'un de ses pots. Je l'ai vue me regarder, et son regard s'est arrêté sur la poupée. Pendant un instant, j'ai ressenti un frisson parcourir mon dos, un étrange pressentiment. Cette nuit-là, pendant que je dormais, j'ai entendu un bruit, un faible gémissement, comme celui d'un animal blessé. Le lendemain, ma poupée était jetée dans le jardin, déchirée, avec un trou sombre là où devrait être l'un de ses yeux. Ma mère l'a attribué à un chien errant, mais le gémissement de la nuit précédente et le regard de Griselda me disaient autre chose. C'était une peur enfantine, irrationnelle, mais elle s'était ancrée en moi. Avec le temps, les murmures des adultes devenaient plus clairs, bien qu'ils croyaient que je ne les entendais pas. Mes tantes, lors de leur visite, parlaient à voix basse des récoltes qui se perdaient, du bétail qui tombait inexplicablement malade, de la malchance qui s'abattait sur ceux qui l'offensaient. Ma mère, une femme pragmatique, riait de ses superstitions, mais je voyais la trace d'inquiétude dans ses yeux lorsque Doña Griselda passait dans la rue, avec son pas lent et son ombre longue. Un été, mon petit frère, Pedrito, tomba gravement malade. Forte fièvre, délire, une toux sèche qui lui déchirait la gorge. Les médecins du village ne trouvaient pas la cause. Pendant que ma mère s'occupait de lui jour et nuit, je l'ai vu chercher des solutions désespérées. Un matin, une vieille voisine, Doña Emilia, arriva avec un bouquet d'herbes et un récipient en terre cuite. Elle parla à voix basse avec ma mère, et je remarquai que ses yeux se dirigeaient vers la maison de Doña Griselda. « C'est le mauvais œil, fille, dit-elle. Cette femme ne nous laissera pas en paix. » Ma mère, bien que sceptique, permit à Doña Emilia de réaliser un rituel sur Pedrito avec la fumée des herbes et des prières presque inaudibles. Le lendemain, la fièvre de Pedrito céda. Il s'améliora rapidement. Mes parents l'attribuèrent au repos et aux médicaments, mais Doña Emilia et moi savions la vérité, ou du moins, nous le croyions. Je me souvenais avoir vu Doña Griselda dans sa cour le jour avant que Pedrito ne tombe malade, allumant quelque chose dans un petit récipient, avec une fumée noire qui s'élevait lentement vers notre maison. À mesure qu'elle grandissait, la peur s'est transformée en un mélange de fascination et de répulsion. Les nuits devenaient plus denses, plus silencieuses. Souvent, l'insomnie m'envahissait, et je me retrouvais collé à la fenêtre de ma chambre, observant la maison de Doña Griselda. Je voyais des lumières s'allumer et s'éteindre à des heures étranges, des ombres se mouvoir derrière ses rideaux, et parfois j'entendais des chants monotones, presque un murmure, qui semblait venir du plus profond de son foyer. Le son était ancien, primitif, et me donnait la chair de poule. Une fois, alors que mon père taillait des rosiers près de la clôture qui séparait les deux propriétés, Doña Griselda apparut soudainement dans son jardin. Mon père sursauta, faillit se couper avec les ciseaux. Elle le regarda avec ses petits yeux brillants. « Le rosier ne doit pas pousser si haut, voisin, » dit-elle d'une voix rauque et sèche comme des feuilles mortes. « Il bloque la lumière. » Mon père, un homme de peu de mots mais au caractère fort, lui répondit que c'était son jardin et qu'il décidait comment en prendre soin. La tension dans l'air était palpable. Doña Griselda sourit simplement, un sourire sans joie qui n'atteignait pas ses yeux. Cet après-midi-là, les feuilles de ce rosier commencèrent à se flétrir. En une semaine, le rosier entier était sec, mort, comme si un fléau invisible l'avait consumé de l'intérieur. Mon père, bien qu'il ne l'ait pas dit à voix haute, ne tailla plus près de la clôture. Les animaux étaient de particulièrement sensibles à sa présence. Notre chien, un labrador joueur nommé Max, avait l'habitude d'aboyer à tout ce qui bougeait. Mais quand Doña Griselda sortait, Max se recroquevillait, gémissait et courait se cacher sous le porche, tremblant. Si elle passait près, il restait immobile, ses yeux fixés sur elle, une peur si profonde reflétée dans ses yeux qu'elle me contaminait. Un jour, Max a disparu. Nous l'avons cherché pendant des jours, l'appelant dans tout le village. Mais nous ne l'avons jamais trouvé. Mon frère a pleuré de manière inconsolable. Il ne s'est jamais remis. Je regardais la maison de Doña Griselda, une douleur froide dans la poitrine. Les années ont passé et ma curiosité ne diminuait pas. Quand j'avais 12 ans, je me suis lié d'amitié avec Anna, une fille de mon âge qui vivait de l'autre côté du pâté de maison. Elle, contrairement à moi, était audacieuse et n'avait peur de rien, ou du moins, je le croyais. Un après-midi, nous défiant mutuellement, nous avons décidé de nous approcher de la maison de Griselda. C'était un jour nuageux, avec un vent froid qui soufflait des feuilles sèches dans la rue. L'air sentait la terre humide et quelque chose d'autre,
quelque chose de vieux et âcre qui venait de son jardin. Nous nous sommes glissés silencieusement jusqu'à la clôture arrière, nous cachant parmi les buissons. Le silence était total, sauf pour le murmure du vent. Nous avons pu voir le jardin de Doña Griselda avec plus de détails que jamais. Il y avait des pots en terre cuite avec des liquides étranges, des bouquets d'herbes sèches suspendus à un étendoir improvisé, et de petites figurines en bois, sculptées, certaines avec des formes humaines déformées, enfoncées dans la terre. Il y avait une grande pierre plate au centre du jardin, tachée de quelque chose de sombre et sec, qui ressemblait à du vieux sang. La scène était macabre, hors de propos dans un village si tranquille. Anna et moi nous sommes regardés, la terreur dans nos yeux, puis nous avons entendu un bruit, un coup sourd, comme quelque chose tombant à l'intérieur de la maison. Nous nous sommes accroupis, le cœur battant furieusement. La porte arrière de la maison s'est ouverte lentement, avec un craquement prolongé qui a résonné dans le silence. Doña Griselda est apparue sur le seuil. Elle ne nous a pas vus immédiatement. Elle tenait dans ses mains un bol en bois fumant, dont se dégageait une odeur pénétrante, un mélange d'encens et de viande brûlée. Elle s'est arrêtée un moment, respirant l'air de l'après-midi, puis a levé les yeux. Ses yeux perçants que je connaissais si bien, se sont posés directement sur notre cachette. Il n'y avait aucune surprise en eux, juste une froideur glaciale, une reconnaissance. Elle a de nouveau souri, ce sourire sans joie qui m'avait glacé le sang des années auparavant, et a commencé à marcher lentement vers nous. Son pas était mesuré, mais inexorable. Anna et moi n'avons pas attendu. Nous nous sommes levés, et avons couru, la panique nous brûlant les poumons. Nous n'avons pas regardé en arrière, nous ne nous sommes pas arrêtés avant d'être de retour chez moi, tremblantes, les larmes coulant sur nos joues. Ma mère nous a grondé d'être si pâles et d'être entrés en courant, mais nous ne lui avons pas raconté la raison. Nous savions qu'elle ne nous croirait pas. Après ce jour, Anna et moi n'avons jamais osé nous approcher de la maison de Doña Griselda. Elle avait aussi ressenti cette présence, cette intention. La peur était devenue réelle, tangible. Les années suivantes furent une cohabitation tendue. Nous avons appris à éviter son regard, à ne pas passer devant sa maison si nous pouvions l'éviter, à ne pas faire de bruit excessif qui pourrait attirer son attention. Mon père a installé une clôture plus haute et plus robuste entre nos maisons, et ma mère a planté des buissons denses, comme si elle voulait effacer sa présence de notre vue. Quand j'ai eu 18 ans, je suis parti du village pour étudier à l'université. C'était un soulagement, une libération. Je pensais que le fantôme de Doña Griselda resterait là, piégé dans sa maison couverte de lianes et de ses odeurs étranges. Mais les ombres de l'enfance ont un pouvoir particulier. Je suis retourné au village quelques années plus tard pour rendre visite à mes parents. Tout semblait pareil, l'air, les maisons, les visages. Sauf une chose, la maison de Doña Griselda. Elle était toujours là, mais la liane était plus sèche, les fleurs violettes ne fleurissaient plus avec le même éclat, le silence autour d'elle était encore plus profond. J'ai demandé à ma mère à son sujet. Ma mère a soupiré. Elle est morte il y a quelques années, m'a-t-elle dit. C'était étrange. On l'a simplement trouvée morte dans son lit. On dit qu'elle est morte de vieillesse, mais personne ne le sait. Elle n'avait pas de famille. Le village a respiré un air de soulagement, bien que personne ne le dise à voix haute. Mais la maison n'avait pas été achetée. Personne ne voulait y vivre. Elle restait vide, se détériorant lentement. J'ai décidé d'aller la voir. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour exorciser les peurs de mon enfance. Je me suis approché de la clôture, maintenant brisée à plusieurs endroits. Le jardin était envahi par les mauvaises herbes, les pots en terre cuite brisés, les herbes mortes. La pierre plate était toujours là, tachée, mais il y avait quelque chose de différent. Une des fenêtres qui était toujours à peine entrebâillée était maintenant complètement ouverte, et depuis l'obscurité de son intérieur, une odeur. La même odeur sucrée et nauséabonde de ces fleurs, mais plus puissante, plus concentrée, mélangée à une odeur d'humidité et de quelque chose de pourri. Je me suis penché par la fenêtre ouverte. La maison était en ruine, pleine de poussière et de toiles d'araignée. Le sol en bois craquait sous mes pas imaginaires. Je pouvais voir l'intérieur, un chaos d'objets vieux, des livres aux couvertures usées, des bouteilles avec des liquides troubles. Mais ce qui attira mon attention fut un petit reliquaire en bois sur une table d'appoint, juste en dessous de la fenêtre. Il était ouvert, et à l'intérieur, je pouvais distinguer quelque chose. C'était une petite mèche de cheveux foncés, attachée avec un fil rouge et un bouton en nacre. Le même bouton que portaient les vêtements de ma poupée préférée, celle qui était apparue déchirée dans le jardin. Un frisson me parcourut le corps, plus froid que le vent du crépuscule. L'odeur s'intensifia, remplissant mes poumons. Je reculais, trébuchant, ressentant la même douleur de panique que j'avais éprouvée enfant. C'était elle. Sa présence, son mal,
était toujours là, imprégné dans la maison, dans l'air. La maison de Doña Griselda n'était pas seulement un vieux bâtiment. C'était un monument à une méchanceté inexplicable, une caisse de résonance de vieilles peurs et de vérités inavouables. Je ne regardais plus jamais cette maison de la même manière. Et avec ce frisson dans le dos, Elena quitta ce village, emportant avec elle l'ombre de sa voisine et le mystère de ce qui s'était réellement passé. Cette expérience a été partagée par une abonnée qui préfère rester anonyme. Elle a déménagé dans une maison dans un vieux quartier il y a quelques années et ce qu'elle a vécu là-bas l'a profondément marquée. Voici ce qui lui est arrivé. Je me souviens vivement du jour où j'ai emménagé dans cette petite maison dans le quartier de Gracia. C'était mon premier endroit complètement seul, après des années à partager un appartement. La maison était ancienne, avec des murs épais et un petit jardin à l'arrière. Le loyer était inhabituellement bas, mais à l'époque, je l'attribuais à son âge et au fait que le quartier, bien que charmant, était un peu éloigné de l'agitation du centre. Il y avait quelque chose dans l'air, une tranquillité presque palpable qui m'attirait. Les voisins, pour la plupart des personnes âgées, m'ont salué avec gentillesse, bien qu'avec une certaine réserve qui me semblait typique des quartiers traditionnels. Tout était parfait, du moins au début. Mes vieux meubles, la liberté de faire ce que je voulais, le calme des nuits. Cependant, il ne fallut pas longtemps avant que je commence à remarquer ma voisine d'à côté, Madame Elvira. Sa maison était encore plus ancienne que la mienne, presque couverte par une vigne de jasmin et de chèvrefeuille qui lui donnait un aspect sauvage, presque indompté. La façade était détériorée et les fenêtres étaient toujours fermées, les rideaux tirés. La première fois que je l'ai vue de près, Madame Elvira arrosait des pots de fleurs sur son porche avant. C'était une femme menue, courbée, avec des cheveux blancs relevés en un chignon serré. Ses yeux, profonds et sombres, se sont posés sur moi avec une intensité qui m'a mise mal à l'aise. Elle m'a salué d'un mouvement de tête à peine perceptible et d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, une sorte de grimace froide. J'ai essayé d'être aimable, je lui ai proposé de l'aide avec ses pots de fleurs, mais elle a simplement refusé avec la même grimace et s'est rapidement retirée à l'intérieur de sa maison. À partir de ce jour, j'ai remarqué que Doña Elvira était toujours là, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Si je sortais dans le jardin arrière pour prendre le soleil, je sentais ses yeux sur moi, même si je ne pouvais pas la voir à travers le haut mur de pierre qui séparait nos propriétés. Parfois, j'entendais des bruits étranges venant de son jardin, des chants monotones, le tintement de clochettes, le doux tapotement de quelque chose en bois. Quand je m'approchais du mur pour essayer de discerner de quoi il s'agissait, le son cessait immédiatement et la sensation d'être observé s'intensifiait, me faisant reculer. Au début, j'ai essayé de l'ignorer. C'est une vieille excentrique, me disais-je. Les vieux quartiers ont leur charme et leur bizarrerie, mais les murmures des autres voisins ont commencé à s'infiltrer. La boulangère, la dame du kiosque, même le jeune homme qui m'a aidé avec le déménagement, tous m'avaient donné un avertissement voilé. « Doña Elvira est particulière », disait-il avec un regard significatif. « Ne te mêle pas d'elle, mieux vaut garder ses distances. » Un après-midi, alors que j'achetais des fruits dans le magasin du coin, j'ai entendu deux femmes âgées chuchoter à son sujet. Elles parlaient de maladies inexplicables, de coups de malchance qui frappèrent ceux qui avaient osé déranger Doña Elvira. Le mot sorcière n'a pas été prononcé, mais son ombre flottait dans l'air. Je me suis moqué intérieurement, incrédule. Je ne croyais pas à ces choses. Mais, peu à peu, les choses ont commencé à changer dans ma propre vie. Mes plantes, qui fleurissaient autrefois avec joie, ont commencé à dépérir. Leurs feuilles devenaient jaunes, leurs tiges se pliaient, et peu importe combien je les arrosais ou leur donnais d'engrais, elles se fanaient inexplicablement. Mon chat Miko, qui était normalement très joueur et affectueux, est devenu apathique et craintif. Il passait des heures blotti sous mon lit, grognant faiblement vers le mur que nous partagions avec la maison de Doña Elvira. La nuit, si je sortais dans le jardin, Miko se hérissait, sa queue se gonflait et ses yeux verts brillaient d'une terreur primitive envers l'obscurité qui enveloppait le jardin de la voisine. Puis sont venus les petits désagréments, des choses qui tombaient et se cassaient sans raison apparente, le robinet de la salle de bain qui se mettait à fuir sans arrêt, inondant un peu le sol, les lumières qui clignotaient ou s'éteignaient aux moments les plus inopportuns. Un jour, ma voiture, qui avait toujours bien fonctionné, a refusé de démarrer juste au moment où j'avais un entretien important. J'ai perdu l'opportunité. Une autre fois, la petite horloge à coucou de ma grand-mère, qui avait fonctionné sans faute pendant des décennies, s'est arrêtée, avec le coucou coincé à moitié sorti. C'étaient des choses triviales, oui, mais leur accumulation a commencé à peser.
Les nuits sont devenues particulièrement troublantes. Au début, ce n'étaient que les sons du jardin de Doña Elvira, plus intenses dans le silence de l'obscurité. Le tintement des clochettes devenait rythmique, presque hypnotique, et parfois, je jurerais que j'entendais des murmures et des chuchotements inintelligibles, comme si plusieurs voix anciennes s'étaient rassemblées là. Je percevais aussi une odeur très particulière, un mélange d'herbes sèches, de terre humide et de quelque chose d'autre. Un alguacre et sucré à la fois, qui se glissait par les interstices de ma fenêtre. C'était une odeur qui me provoquait des nausées et me faisait sentir l'air lourd et épais. Mais ce qui était le plus perturbant, ce étaient les rêves. Au début, ils étaient confus, des cauchemars récurrents où je me trouvais dans un labyrinthe sombre, poursuivant une silhouette courbée qui s'échappait toujours. Puis, ils sont devenus plus vifs et terrifiants. Je me voyais dans le jardin de Doña Elvira, la nuit, sous une énorme lune malade. La vieille dame était là, de dos, penchée sur quelque chose que je ne pouvais pas distinguer, murmurant dans une langue que je ne comprenais pas. Je ressentais une pression immense dans la poitrine, comme si quelque chose aspirait l'énergie de mon corps. Je me réveillais en sueur, le cœur battant à 1000 à l'heure, me sentant plus épuisé que lorsque je me couchais. La fatigue s'accumulait, mes yeux avaient des cernes permanentes, et ma concentration au travail commençait à faillir. Mes amis remarquaient mon changement. Je paraissais pâle, anxieuse, toujours sur le bord. Ils me disaient que j'avais besoin de repos, mais comment ? Une nuit, le tintement des clochettes de Doña Elvira devint frénétique et les murmures s'intensifièrent. Je me penchai à la fenêtre de la chambre qui donnait directement sur son jardin. L'obscurité était presque totale, mais une lumière faible et vacillante, comme celle d'une bougie, clignotait parmi les buissons. Je pus distinguer la silhouette de Doña Elvira, à genoux, et à côté d'elle, 3 formes plus petites, immobiles. Mon cœur se serra de peur. Était-elle avec d'autres personnes, ou était-elle autre chose? La peur me paralysa. Je me forçai à ne pas regarder, à ne pas penser. Je me suis glissé dans le lit, me couvrant jusqu'à la tête avec la couverture, espérant que l'aube arrive bientôt. Le lendemain, mes nerfs étaient à vif. J'ai décidé que je ne pouvais pas continuer ainsi. Je devais faire quelque chose, même si je ne savais pas quoi. L'éviter ne fonctionnait pas, et les coïncidences étaient trop nombreuses. Mes plantes étaient complètement en train de mourir. Miko ne mangeait presque pas et se cachait, et je me sentais épuisé, physiquement et mentalement. La curiosité, mêlée à une terreur croissante, m'a poussé à l'imprudence. J'ai attendu jusqu'à ce que je voie Doña Elvira sortir de chez elle un matin, traînant les pieds vers l'arrêt de bus. Elle semblait aller faire des courses ou une démarche. Je savais que je ne devais pas, mais le besoin de comprendre, de voir de mes propres yeux, était écrasant. J'ai sauté le mur qui séparait nos jardins. Le jardin de Doña Elvira était une explosion de végétation incontrôlée. Des herbes étranges que je n'avais jamais vues, des fleurs de couleur sombre et des buissons épineux formant un enchevêtrement impénétrable. L'air était lourd, dense, avec cette odeur particulière qui m'était maintenant si familière et répugnante. J'ai avancé prudemment, mes pas craquant sur des feuilles sèches et des branches cassées. Au centre du jardin, caché par un groupe de cyprès secs, j'ai trouvé ce que je cherchais. C'était une sorte d'autel rustique, fait de pierres plates et de branches tordues. Dessus, il y avait plusieurs objets. Un petit bol en terre cuite avec des restes de cendres et ce qui semblait être de minuscules os. Des bougies noires à moitié consumées, leur cire fondue formant des flaques grotesques. Il y avait aussi de petits paquets faits de tissus sombres, attachés avec des fils de différentes couleurs et une poignée d'herbes sèches éparpillées. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'était de voir 3 figures en argile grossièrement modelées. 2 d'entre elles étaient manifestement des animaux, un chat et un oiseau. La troisième était indéniablement une figure humaine, petite et déformée, mais avec un détail qui m'a fait crier en silence. Elle avait une mèche de cheveux, d'un blond cuivré très particulier, insérée dans la tête d'argile, la couleur exacte de mes propres cheveux. Un frisson qui ne provenait pas de l'air glacial m'a parcouru le dos. Les figures en argile n'étaient pas seules. Les entourant, j'ai vu des photographies, usées par le temps, mais reconnaissables. Des visages de personnes du quartier dont certains disaient qu'elles étaient tombées malades ou avaient eu de la malchance ou avaient disparu mystérieusement, et parmi elles, une photo de moi, une photo que je me souvenais avoir perdue il y a des mois de mon permis de conduire. Elle était clouée à l'autel avec une épine longue et aiguisée, et sur mon visage, quelqu'un avait dessiné une croix maladroite avec ce qui semblait être du sang sec. La terreur m'a frappé avec une force écrasante. Les histoires, les murmures, les avertissements, tout était vrai. Mon esprit luttait pour traiter ce que je voyais, la brutalité de l'évidence. Mes plantes mortes, Miko malade, mes cauchemars, ma fatigue,
Tout avait une origine, une cause. Madame Elvira n'était pas seulement une vieille dame excentrique, c'était quelque chose de plus sombre, de plus ancien, une présence maléfique qui avait drainé ma vie, se nourrissant de ma vitalité ou peut-être de ma peur. Soudain, un craquement derrière moi. Je me suis retourné, mon cœur battant sauvagement. M'attendant à voir Madame Elvira, il n'y avait personne. Mais la vigne de jasmin qui couvrait le mur se déplaça légèrement et une brise glaciale m'enveloppa, apportant avec elle l'odeur inconfondable et sucrée. Je ressentis une présence, un regard qui n'était pas humain, mais quelque chose d'ancestral et de vorace. Un frisson de pur désespoir me traversa. Je n'osais toucher à rien, déranger davantage l'autel. Je reculais, mes yeux fixés sur les figures, sur ma propre photographie. La figure en argile avec mes cheveux semblait me regarder avec ses yeux vides et sombres. Je sortis du jardin aussi vite que je le pouvais, sautant le mur pour revenir à ma propriété. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine me tenir debout. La sensation d'être observé ne disparut pas. Ce même jour, sans y penser à deux fois, je commençai à emballer mes affaires. Je me fichais du contrat de location, je me fichais de perdre la caution, je me fichais de l'endroit où j'irais. J'avais juste besoin de sortir de là. J'avais besoin de m'éloigner de Doña Elvira, de son jardin, de l'énergie sombre qui émanait de sa maison. Dans le peu de temps que j'avais passé à Gracia, j'étais devenu une ombre de ce que j'étais. Consumé par la peur et l'anxiété, je laissai la plupart de mes affaires, ne prenant que le nécessaire, mon chat Miko et mes documents. Je partis cet après-midi-là, sans regarder en arrière. Je ne retournai jamais dans cette maison, ni dans le quartier de Gracia. Je ne sus jamais ce qu'il était advenu de Doña Elvira, ni si elle continuait ses pratiques. Et ainsi, cette ombre se dissipa de ma vie, mais la sensation d'avoir été surveillé et que part de mon essence avait été volée ne me quitta jamais tout à fait. Cette histoire nous a été envoyée par un couple, Anna et Marcos, qui préfèrent rester anonymes. Ce qu'ils ont vécu s'est produit lorsqu'ils ont emménagé dans ce qu'ils croyaient être la maison de leurs rêves, et cela les hante encore aujourd'hui. Si vous avez également un récit à partager et que vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Nous publions de nouvelles histoires chaque semaine. Bon, passons à ce qui nous intéresse. Marcos et moi avions toujours rêvé d'avoir notre propre maison. Après des années d'économie et de sacrifices, nous avons enfin trouvé l'endroit parfait. Une petite perle des années 50, avec un jardin mature et un porche accueillant, dans un quartier tranquille en périphérie de la ville. C'était le début de notre avenir, pensions-nous. Une maison pleine de lumière, de vie, de promesses. Nous l'avons achetée en un instant, avec l'euphorie que seul un jeune couple plein d'illusions peut ressentir. Les premiers jours furent un tourbillon de cartons, de rires et de la douce fatigue de faire de notre nouvel espace le nôtre. Nous décorions, plantions des fleurs, planifions des barbecues. Tout était idyllique, ou du moins c'est ce que nous croyions. Le quartier était charmant, avec des maisons bien entretenues et des voisins qui, à première vue, semblaient amicaux. Cependant, il y avait une maison au bout de notre rue, juste à côté de la nôtre, qui avait toujours attiré mon attention. C'était une vieille construction, en bois sombre, presque engloutie par la végétation. Le jardin était négligé, envahi par des herbes hautes et des buissons épineux aux formes grotesques qui semblaient gratter les fenêtres. Il n'y avait pas de fleurs, juste un type de plante à feuilles sombres et de petites fleurs blanchâtres que je n'avais jamais vues et qui exhalaient une odeur terreuse et lourde, presque de moisie, même les jours les plus secs. Les volets étaient toujours baissés et une couche de poussière et de toile d'araignée recouvrait chaque coin extérieur. Nous ne voyions jamais personne entrer ou sortir. « Ça doit être un vieux qui vit seul ou qui n'est plus là », a dit Marcos un après-midi, alors que nous finissions de peindre la clôture qui séparait son jardin du nôtre. Peut-être pourrions-nous leur offrir de l'aide pour le jardin. La première fois que nous l'avons vu, c'était un samedi matin. J'arrosais mes roses nouvellement plantées quand la porte en bois, vieille et grinçante, s'est ouverte à peine un craquement. Une femme a montré la tête. Elle était minuscule, courbée, avec des cheveux blancs et fins relevés en un chignon serré. Ses yeux petits et sombres m'ont transpercé avec une intensité qui m'a mise mal à l'aise instantanément. Elle était vêtue de noir, avec un tablier gris qui semblait s'être fondu avec le tissu à force d'être utilisé. « Bonjour », lui ai-je dit, forçant un sourire. « Nous sommes les nouveaux voisins. Je m'appelle Anna, et lui c'est Marcos. » Elle n'a pas souri. Ses lèvres se sont serrées en une ligne fine et rigide. Elle a seulement hoché la tête légèrement, d'un mouvement presque imperceptible de son menton. Ses yeux, cependant, sont restés fixés sur moi, analysant chaque fibre de mon être avec une curiosité qui n'était pas précisément amicale. J'ai ressenti un frisson parcourir mon dos malgré le soleil du matin. « Donna Elvira », a-t-elle murmuré d'une voix rauque,
presque un chuchotement que j'ai à peine pu entendre, et sans plus, elle s'est retirée, fermant la porte avec le même grincement lugubre. Marcos, qui avait été en train de tailler un rosier, s'est approché. « On dirait qu'elle n'est pas très sociable », a-t-il commenté en haussant les épaules. « Eh bien, chacun a son propre. Nous avons décidé de ne pas y attacher plus d'importance. Après tout, il y avait des gens qui préféraient leur intimité. » Mais la présence de Doña Elvira, ou plutôt la présence de sa maison, commença à s'infiltrer dans notre quotidien de manière subtile. La nuit, nous entendions parfois des bruits étranges provenant de son jardin. Ce n'étaient pas des bruits d'animaux, ni le murmure du vent. C'étaient comme des chants bas, monotones, parfois accompagnés du léger tintement de quelque chose de métallique, comme de petites cloches ou grelots qui s'agitaient doucement. Marcos disait que c'était le vent jouant avec une canette, ou peut-être une vieille radio qu'il avait laissée allumée. Mais pour moi, cela sonnait différemment, plus intentionnel. Et l'odeur, cette odeur terreuse et d'humidité devenait plus intense à la tombée de la nuit, imprégnant l'air comme un encens maléfique. Nos plantes, qui au début avaient fleuri avec exubérance, commencèrent à se faner. D'abord, c'était la bougainvillée que Marcos avait plantée avec tant de soin près de la clôture qui jouxtait la maison de Doña Elvira. Ses feuilles devinrent jaunes puis noires, et ses fleurs tombèrent, fanées avant l'heure. Ensuite, les roses que je chérissais tant. Un jour, ces pétales semblaient brûler, comme si une gelée soudaine les avait frappés. Bien que la température fût douce, j'ai essayé tout. Engrais, plus d'eau, moins d'eau, changer leur emplacement. Rien ne fonctionnait. C'était comme si une maladie invisible les attaquait directement. C'est le sol, ou peut-être les produits chimiques que les anciens propriétaires utilisaient, argumenta Marcos, essayant d'être logique. Mais je savais que quelque chose n'allait pas. Mes plantes n'avaient jamais eu ce problème. Puis commencèrent les petits accidents. Un matin, alors que je cuisinais, la poignée d'une poêle se détacha sans raison apparente, renversant de l'huile chaude sur la cuisinière et presque sur ma main. Encore une fois, Marcos a glissé dans la douche, se frappant la tête contre le mur, assez fort pour lui laisser une bosse et un mal de tête persistant. Rien de grave, mais suffisamment pour nous faire ressentir un malaise constant, une sensation que quelque chose nous observait, attendant le moment opportun. Souvent, en regardant par la fenêtre de la cuisine donnant sur le jardin arrière, je croyais voir une paire d'yeux sombres m'observer depuis l'ombre des vignes de Doña Elvira. Je clignais des yeux, et l'image disparaissait. Je me disais que c'était mon imagination, que le stress du déménagement et les petits problèmes me pesaient, mais la sensation persistait, comme un frisson permanent dans la nuque. Une nuit, alors que nous avions déjà éteint toutes les lumières et que nous étions sur le point de dormir, un bruit métallique et aigu nous a fait sursauter. C'était comme le cri d'une mouette, mais déformé, prolongé. Cela venait de la maison de Doña Elvira. Nous nous sommes levés, confus. Marcos, avec une lampe de poche, s'est penché par la fenêtre de la chambre, mais n'a vu que l'obscurité du jardin voisin. « Peut-être un chat ?» a-t-il dit, bien que sa voix ne semblait pas très convaincue. Mais ce n'était pas un chat. Les bruits se sont répétés plusieurs nuits, toujours à la même heure, juste au moment où nous nous préparions à nous reposer. Parfois c'était ce cri, d'autres fois un tapotement rythmique ou un murmure qui montait et descendait comme une ancienne prière. Le sommeil nous échappait. Marcos, qui avait toujours été un homme serein, a commencé à se montrer irritable et anxieux. Je me sentais constamment épuisé, avec un mal de tête sourd qui ne me quittait pas. Notre relation, autrefois si forte, a commencé à en pâtir. Nous discutions pour des futilités, de petites frictions qui se magnifiaient avec la fatigue et le malaise général. Marcos me reprochait mon obsession croissante pour la voisine. « C'est une vieille dame solitaire, Anna. Elle ne fait rien. Tu te laisses simplement influencer, » me disait-il, bien que je voyais le doute dans ses propres yeux. La goutte qui a fait déborder le vase fut notre chien, Toby. Toby était un labrador doré, plein de vie, toujours joueur et affectueux. Un jour, alors qu'il était dans le jardin, il s'est approché de la clôture de Doña Elvira, attiré par quelque chose. Je l'ai vu renifler près des buissons épineux, et puis, tout à coup, il a gémi et s'est recroquevillé. J'ai couru vers lui, il n'y avait rien de visible, aucune épine, aucun objet dangereux. Mais Toby n'a plus jamais été le même. Il est devenu renfermé, apathique, il refusait la nourriture, et ses yeux, autrefois si brillants, étaient maintenant ternes et tristes. Le vétérinaire n'a rien trouvé de mal, aucune maladie, il se consumait simplement, jour après jour, sans explication. Cette nuit-là, alors que je berçais Toby, qui tremblait dans mes bras, la colère m'a envahi. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Tant de choses étranges, tant de problèmes. J'ai décidé que j'irais parler à Doña Elvira.
Le lendemain, Marcos a essayé de me dissuader, mais ma détermination était inébranlable. Je me suis approché de la maison de la vieille dame, mon cœur battant furieusement dans ma poitrine. La porte en bois était fermée. J'ai frappé une fois, puis deux, puis trois, avec le poing de plus en plus fort. Le silence fut la seule réponse. La maison semblait endormie, ou peut-être morte. Quand j'étais sur le point d'abandonner, j'ai ressenti une piqûre dans la main. J'ai baissé les yeux. Il y avait une petite figurine en bois, grossièrement sculptée, jetée sur le paillasson. C'était un chien, mais un chien défiguré, avec les pattes tordues et les yeux creux. Un frisson glacial parcourut mon corps. C'était une imitation macabre de Toby. J'ai laissé échapper un cri étouffé et j'ai jeté la figurine comme si elle brûlait. À ce moment précis, la porte s'est ouverte en une fente. Doña Elvira a montré son visage ridé. Ses yeux sombres me regardaient avec une expression qui n'était plus de curiosité, mais d'une malice profonde et ancienne. Un sourire lent et effrayant s'est étendu sur ses lèvres fines, révélant des dents jaunies et inégales. Elle n'a rien dit, elle m'a juste regardé, et dans ce regard, j'ai ressenti le poids des années, d'un savoir ancien et obscur. Le sourire m'a glacé le sang. Je n'avais jamais vu une expression aussi maligne et en même temps si victorieuse sur un être humain. J'ai reculé, trébuchant sur mes propres pieds. Je ne me souciais plus de Toby, ni des plantes, ni des accidents. Je voulais juste fuir. J'ai couru de retour chez moi, la terreur collée à ma peau. Cette nuit-là, Marcos et moi avons eu une conversation sérieuse. Je lui ai raconté l'histoire de la figurine, le sourire, le regard. Pour la première fois, il n'a pas essayé de rationaliser. L'incrédulité avait été remplacée par une peur palpable sur son propre visage. Nous avons décidé que nous devions partir. Nous vendrions la maison, peu importe le prix. Nous voulions juste échapper à cet endroit, à cette femme. Nous avons commencé le processus de vente immédiatement. Nous avons nettoyé, réparé tout, préparé la maison pour qu'elle ait l'air parfaite. Les premiers intéressés sont arrivés, un jeune couple, très similaire à nous lorsque nous avons acheté la maison. Ils semblaient ravis de la propriété. Nous étions pleins d'espoir, mais les choses ont commencé à se compliquer. L'agent immobilier nous appelait avec des nouvelles décourageantes. Une fois, l'hypothèque de l'acheteur a été inexplicablement rejetée, malgré un historique de crédit impeccable. Une autre fois, une inspection de la maison a révélé de supposés problèmes structurels qui n'existaient pas et que aucun autre inspecteur n'avait détectés. Chaque fois qu'il semblait qu'un accord allait se conclure, quelque chose se mettait en travers. Une chaîne de malchance qui s'avérait impossible à expliquer. Pendant ce temps, Doña Elvira était toujours là. Sa présence était constante, un poids invisible mais oppressant. Parfois, à l'aube, je trouvais de petits tas de terre sur notre paillasson, ou des branches sèches disposées en motifs étranges dans le jardin. Les chants nocturnes devenaient plus fréquents et plus audibles, et l'odeur de l'humidité rance s'intensifiait, envahissant notre maison jusqu'aux recoins les plus profonds. Les nuits étaient les pires. Marcos et moi dormions avec les lumières allumées. L'épuisement nous faisait halluciner. Je voyais des ombres se déplacer du coin de l'œil. J'entendais des chuchotements qui semblaient m'appeler par mon nom. L'air devenait soudainement froid, même en été. Nous ressentions une pression dans la poitrine, une angoisse constante. Une nuit, le son des tintements de clochettes venait directement de notre chambre. Ce n'était pas de l'extérieur. C'était à l'intérieur de la pièce, près de la fenêtre, juste à la clôture. Nous avons ouvert les yeux, terrifiés. La fenêtre était légèrement ouverte et un mince fil de fumée s'infiltrait par l'ouverture, avec cette odeur inconfondable de terre humide et quelque chose d'autre, quelque chose de putride. Les clochettes sonnaient au plus près, presque comme si quelqu'un les agitait juste de l'autre côté du verre. Nous nous sommes étreints, tremblants, n'osant pas regarder. Nous savions que nous ne pouvions pas continuer ainsi. La maison nous rendait malades, la voisine nous consumait. Nous ne pouvions pas vendre, nous ne pouvions pas vivre, nous étions piégés. Nous avons décidé de déménager, simplement de quitter la maison et de la laisser telle qu'elle. C'était une décision douloureuse, économiquement et émotionnellement dévastatrice, mais nous avions l'impression de n'avoir pas d'autre choix. Je me souviens du jour du déménagement, nous chargions nos dernières boîtes dans le camion. Mes yeux ont cherché, presque par inertie, la maison de Doña Elvira. La porte s'est ouverte. Elle était là, debout sur son porche, enveloppée dans ses vêtements sombres habituels. Elle nous a regardés, et dans ses yeux sombres, j'ai vu une fois de plus ce sourire lent et victorieux, une expression de profonde satisfaction. Nous étions partis. Elle avait gagné. Nous ne sommes jamais revenus par cette rue. Nous n'avons jamais essayé de récupérer la maison. Nous l'avons simplement laissée derrière nous, comme un cauchemar dont nous nous étions à moitié réveillés. Parfois, dans mes rêves, je vois ses yeux, le jardin épineux et l'odeur de terre rance m'envahit. Et je sais, avec une certitude glaçante,
que Doña Elvira est toujours là, dans cette maison sombre, attendant les prochains, nouveaux voisins, pour recommencer son jeu macabre. L'histoire d'Anna et Marcos est un rappel glaçant que parfois l'horreur véritable n'est pas dans ce que nous voyons, mais dans ce qui se cache en pleine vue. Elle nous enseigne qu'il y a des batailles qui ne peuvent pas être gagnées par la logique et des ennemis dont la méchanceté transcende la compréhension. Si cette histoire vous a laissé pensif, laissez-moi vos impressions dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore membre de cette communauté, je vous invite à vous abonner pour plus de récits comme celui-ci. Merci de m'avoir accompagné ce soir, et rappelez-vous, il y a des mystères qu'il vaut mieux laisser non résolus. Passez une bonne nuit.